Bonjour à toutes les futures mamans, celles qui ont déjà accouché, et bienvenue pour ce live Facebook sur Doctissimo Maman où pendant 3/4 d'heure, nous allons parler des difficultés psychologiques que l'on peut rencontrer, que ce soit pendant sa grossesse ou après l'accouchement. Je suis le docteur Odile Bagot, je suis gynécologue, obstétricienne et je vous prépare pour le 10 mai la sortie de mon deuxième livre, particulièrement pour les femmes enceintes, puisqu'il s'agit du DICO des femmes enceintes. Donc nous allons parler maintenant des difficultés psychologiques qu'on rencontre aussi et parfois spécifiquement pendant la grossesse. La première question. Je me sens coupable parce qu'il m'arrive de ne pas être heureuse d'être enceinte. Dites-moi, c'est bien normal ce sentiment-là. Première chose à se dire, une grossesse, c'est pas toujours une évidence. On est souvent dans des sentiments un petit peu contraires et ambivalents. Bien sûr, on se réjouit parce qu'on voulait un bébé, mais aussi parfois on se dit mais qu'est-ce que je suis allée faire dans cette galère ? Ce sentiment-là, ne vous en sentez surtout pas coupable, il est normal. Il fait partie de la structure d'une femme normale. Et puis, il faut se dire qu'une grossesse, c'est pas drôle tous les jours. Le premier trimestre, les nausées, c'est quand même pas facile au quotidien d'avoir l'estomac au bord des lèvres une bonne partie de la journée, si c'est pas toute la journée. L'autre chose qu'on a beaucoup au premier trimestre, souvenez-vous, c'est cette envie redoutable de dormir. Vous avez l'impression que la sieste l'après-midi, c'est indispensable. À 8 heures, vous êtes bonne à coucher avec un bisou sur le front. C'est pas évident de se sentir une marmotte pendant 3-4 mois, alors qu'on devrait péter la forme et être très heureuse d'être enceinte. Ça ne dure que 3 mois, rassurez-vous, mais c'est aussi de conditions physiques pas très agréables. Vers la fin de la grossesse, avec tous les petits bobos, que ce soit les maux de dos, le fait d'être un petit peu encombrante, parfois plus pouvoir faire tout ce qu'on avait l'habitude de faire, ce n'est pas forcément amusant tous les jours. Donc, on se réjouit certes au fond de son cœur, mais le quotidien parfois fait que on est un petit peu embêté par cette grossesse. C'est normal. J'ai peur de ne pas aimer ce bébé autant que mon premier. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce sentiment et même certaines qui redoutent presque de mettre une deuxième grossesse en route pour ne pas faire de mal ou enlever quelque chose au premier bébé. Si vous avez ce sentiment de dire « oh là là, pour mon premier, qu'est-ce que je lui fais comme vacherie de faire un deuxième ?» heureusement que vous avez fait un deuxième parce que ça vous permettra d'être peut-être un petit peu moins possessif par rapport à votre premier et je crois que ça lui fera du bien. Ça, c'est déjà une chose. Et puis l'autre chose, vous savez, l'amour, c'est pas quelque chose, c'est pas comme une part de gâteau. Quand vous partagez en deux, il y en a 2 fois moins. On pourrait imaginer que c'est un petit peu comme une bougie. Vous avez la lumière sur une bougie, puis vous avez une autre bougie. Vous mettez la lumière sur la deuxième. L'amour, ça se multiplie. Et vous aurez largement assez de ressources et d'amour pour en donner au premier comme au deuxième. Et même si, comme moi, vous en avez 5, ça fera 5 fois plus d'amour. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je ne veux pas que mon compagnon assiste à l'accouchement. Comment lui expliquer ? Bonne question, parce que tout le monde n'ose pas la poser. Et puis, certaines femmes ressentent au fond d'elles-mêmes que ce n'est pas forcément au moment de l'accouchement qu'elles ont envie d'avoir leur compagnon à leur côté pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles ont peur que l'accouchement, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, physiquement aussi, puisse perturber le compagnon. Et il y a aussi des compagnons qui n'osent pas le dire parce qu'il y a une certaine pression sociale qui dit « oh, il faut que le mari soit à côté de sa femme quand elle accouche », n'osent pas dire « tu sais, moi, ça me fait un peu peur et j'ai peur, ça me perturbe par exemple dans ma sexualité après, j'aimerais mieux ne pas être là ». Donc, il faut en parler et peut-être que pour le premier, le compagnon n'aura pas été là parce qu'il n'osait pas. Et ensuite, pour le deuxième accouchement, peut-être qu'il dira « oh en fait, pourquoi pas, maintenant, voilà, j'ai quelques années de plus, je serai à tes côtés ». Donc, en parler, c'est important. Qui va venir avec vous parce que vous n'avez pas envie d'être toute seule ? Dans les sociétés traditionnelles, l'accouchement, ça se fait entre femmes. On est accompagné de sa sœur, des autres femmes du village ou de sa mère. Ou même de sa meilleure amie. Donc, vous pouvez choisir dans votre entourage
qui viendra vous accompagner ce jour-là. Alors en salle d'accouchement, on ne vous permettra pas d'avoir toute la famille à votre lit, au pied de votre lit, mais choisissez vraiment une personne avec qui vous vous sentez bien et on peut parfaitement accoucher. Quand l'accouchement vient de se terminer et que le bébé est là, on fait rentrer le papa tout de suite et il accueillera ce bébé tout aussi bien que s'il a sué à grosses gouttes pendant le travail parce qu'il voyait que c'était difficile pour vous ou s'il a été traumatisé par des images qui peuvent être un petit peu violentes parfois. Donc pareil, on ne culpabilise pas et on en parle et on n'est pas obligé de faire d'une manière ou de l'autre, on le fait comme on le ressent. Est-ce que je serai une bonne mère ? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère? C'est bien ça la question. Une très bonne mère, ça n'existe pas, et d'ailleurs c'est toxique. Si on est une trop bonne mère, c'est pas bon pour les enfants. Il y avait le grand psychiatre Winnicott qui parlait en anglais de la good enough mother. Ça veut dire la mère juste suffisamment bonne. Une mère suffisamment bonne, eh bien, elle sait être à l'écoute, elle connaît ses limites. Elle ne va pas étouffer son bébé non plus. Et puis surtout, elle ne va pas mettre la barre trop haut. Et je vois beaucoup de générations, des jeunes femmes comme vous qui sont enceintes maintenant, qui veulent vraiment faire très très bien, tout très bien, presque trop bien, au point de s'oublier elles-mêmes, voire d'oublier leur couple. Et ce n'était pas tout à fait comme ça il y a 25-30 ans, quand, jeunes couples à l'époque, nous faisions des enfants. Il est important que même quand le bébé est là et pendant la grossesse, vous gardiez une vie de couple, une vie professionnelle si vous le souhaitez et une vie sociale. Une fois que le bébé est là, il ne faut pas s'enfermer dans cette relation juste bébé-maman. Il est vrai qu'au début, un enfant d'être humain, il est très très dépendant. Sans vous, il ne peut pas vivre. Il y a une liaison très très forte pendant la grossesse et pour cause. Et puis dans les premières semaines aussi, il y a cette dépendance de tendresse, d'amour entre le bébé et la maman. Mais méfiez-vous de ne pas vous enfermer dans cette spirale-là. N'oubliez pas que pour vous, mais aussi pour votre bébé, il faut une ouverture sur le monde extérieur et cette ouverture sur le monde extérieur, elle commence par le papa. Et le papa, il faut qu'il ait sa place dans cette relation. Et pour le papa, qu'il n'oublie pas de réclamer et de revendiquer sa place de père, c'est vrai, mais aussi de compagnon de la mère. Il faut qu'il y ait une triangulation, le papa, la maman et le bébé, pas juste le bébé et la maman. Donc, si vous vous écoutez et si vous ouvrez votre bébé sur le monde, eh bien, vous serez une mère suffisamment bonne et ne vous mettez pas la barre trop haut. Je me sens coupable parce que je ne veux pas allaiter. C'est vrai que tout comme la présence du père en salle d'accouchement, il y a une certaine pression sociale et environnementale pour pousser les femmes à allaiter. Alors, je ne vous raconterai pas d'histoire, c'est vrai que l'allaitement maternel concernant les défenses immunitaires du bébé, concernant peut-être aussi la relation entre la mère et l'enfant, elle est satisfaisante, elle est bonne et on essaye de la favoriser. Mais il vaut mieux un allaitement serein au biberon que se battre avec un allaitement au sein qui ne va pas bien se passer. Et là aussi, il est essentiel de respecter votre volonté. Si pour des raisons qui vous sont personnelles et personne n'est là pour les juger, eh bien, vous n'avez pas envie, vous ne le ressentez pas de donner le sein à un bébé. Parfois, il peut y avoir des réticences. Et bien ça, il faut le respecter. Et le fait de donner le biberon au bébé, on n'est plus au Moyen-Âge, il ne va pas s'infecter, il va pousser comme un autre. Il aura une très bonne relation avec vous dans la mesure où, chez vous, c'est clair, c'est le biberon et c'est par le biberon que vous avez envie de nourrir votre bébé. Maintenant, si votre question par rapport à l'allaitement est « Eh bien, je ne sais pas, je suis hésitante », là, parlez-en à un professionnel, à votre gynécologue, à la sage-femme, et on mettra tout en œuvre, déjà pour clarifier un petit peu votre souhait. Souvent, ce sont plutôt des appréhensions qui ne sont pas forcément fondées concernant l'allaitement, et surtout
pour vous accompagner au quotidien, parce que l'allaitement, jusqu'à ce que ce soit vraiment bien en route, c'est pas toujours simple non plus, mais n'oubliez pas de demander l'avis et le conseil de ceux qui vous entourent. Et j'ai pour habitude de dire que les meilleurs conseils ne viennent pas forcément de votre pédiatre, de votre gynécologue, de votre médecin, de votre sage-femme, mais des femmes qui ont allaité. Des femmes qui ont allaité et qui ont allaité longtemps, eh ben, vous pouvez compter sur leur expérience, vous pouvez leur demander comment ça se passe. Bien, on va passer à une autre question. J'ai eu une césarienne pour mon premier et j'aimerais accoucher naturellement et sans péridurale pour le second. Est-ce que je rêve? Tout dépend pourquoi vous avez eu une césarienne pour le premier. Si pour le premier, la césarienne a été faite pour des raisons mécaniques, c'est-à-dire que votre bassin est trop petit, ça, on ne changera pas votre bassin, ce sera toujours une césarienne. Mais dans la mesure où ce n'est pas ce qu'on vous a dit, ce n'est pas rêver que d'espérer un accouchement par voie basse pour le deuxième. Si pour le premier, la césarienne était faite en urgence parce que le bébé n'a pas bien supporté les contractions, si c'était pour un siège, si le col a eu du mal à s'ouvrir, il n'y a pas de contre-indication à tenter un accouchement par voie basse pour la fois d'après. Petit bémol, c'est que dans la mesure où l'utérus a déjà été ouvert une fois, il y a une cicatrice qui peut avoir une certaine fragilité, donc on ne laissera peut-être pas traîner le travail aussi longtemps que si l'utérus était intact. Mais ce n'est pas du tout un rêve que d'espérer accoucher par voie basse après une césarienne. Est-ce qu'on vit forcément tout un baby blues quand s'inquiéter? Alors le baby blues, vous savez ce que c'est? C'est la jeune maman où tout va bien, elle a bien accouché, le bébé va très bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et puis dans les jours qui suivent l'accouchement, elle pleure toutes les larmes de son corps et elle ne sait pas pourquoi. Ça, c'est un phénomène physiologique très courant. On estime à quasiment 70-75% des femmes, donc 3/4 des femmes, vont avoir cet état un peu étrange, qui est lié entre autres à la chute hormonale, où voilà, il y a une discordance entre les sentiments qu'elles ont et puis espèce de tristesse et ces pleurs qui viennent de temps à autre. Ça dure quelques jours, au bout d'une semaine, on n'en entend plus parler et tout rentre dans l'ordre. Donc ça, c'est habituel. Maintenant, on a autre chose où il faut être spécialement vigilante, c'est après ce petit baby blues, même s'il n'y en a pas eu, pendant les semaines qui suivent l'accouchement, même au moment où il faudrait reprendre le travail, au bout de 2 mois, on a toujours un état de lassitude, de fatigue, de tristesse. Et ça, alors qu'il n'y a pas de raison extérieure, hein, et ça correspond à des dépressions du postpartum, donc des dépressions après l'accouchement. Ces dépressions après l'accouchement sont loin d'être rares, hein. Ça touche à peu près 10% des femmes, mais malheureusement, on passe très souvent à côté. Parce que pendant votre grossesse, on vous voit tous les mois, vous voyez la sage-femme, vous voyez le gynécologue, vous êtes très entouré, et puis après, plus rien. Vous êtes à la maison, débrouillez-vous toute seule, vous voyez votre gynécologue au bout de 6 semaines, 2 mois, on n'aborde pas forcément cette question et vous vous retrouvez seule. Et à ce moment-là, vous essayez avec votre volonté de vous en sortir, mais c'est une vraie dépression. Et cette vraie dépression, elle a besoin d'une prise en charge médicale. Il faut être suivi, parfois il faut être traité à la fois pour vous, pour que vous puissiez aborder votre quotidien de manière un petit peu plus légère, mais aussi pour votre bébé. Pour votre bébé, c'est important de ne pas avoir une maman qui est dépressive, d'avoir une maman qui peut s'investir dans la relation, qui a suffisamment d'énergie pour communiquer bien avec le bébé. Donc soyez vigilante à cette histoire de dépression du postpartum qui est malheureusement un petit peu méconnue. Ma mère est trop présente, que faire? Ah, les mères, c'est quelque chose. Et dire que vous allez en devenir une, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Mère-fille pendant la grossesse, ce n'est pas une sinécure. Et je sais de quoi je parle, puisque des filles, j'en ai 5. Donc c'est de l'expérience et personnelle et professionnelle aussi. Soyons professionnels. On a beaucoup de travaux faits par des psychanalystes en lien avec des obstétriciens pour regarder un petit peu plus près cette histoire de relation mère-fille. Quand vous êtes enceinte, surtout pour la première fois, eh bien, il y a nécessairement des choses qui vont se réveiller en rapport à votre relation à votre mère. Que vous le veuillez ou non, vous allez faire de votre mère une grand-mère, vous qui étiez fille, vous allez devenir mère, et si en plus le bébé c'est une fille, je ne vous raconte pas le pataquès. Mais c'est dans la nature et c'est l'évolution des choses. Mais c'est peut-être le moment, effectivement,
pour remettre un petit peu les choses en place. Classiquement, habituellement, c'est vrai qu'au moment de la grossesse, on a une hypersensibilité. Il y a des choses qui reviennent un petit peu de l'enfance et on a souvent besoin de pouvoir s'appuyer sur sa maman. Et là, j'ai par exemple souvenir de ma fille aînée, quand elle était enceinte, elle me dit ah, tu sais, on avait des amis qui venaient de perdre justement leur maman et la fille était enceinte aussi. Puis elle me dit, tu sais, elle, je crois qu'elle aura du mal à vivre sa grossesse, sachant que sa maman n'est plus là. Et c'est quand même quelque chose qui est important. Quand on a pu créer un lien, je dirais relativement serein avec sa maman et qu'on a su aussi couper le cordon un moment, eh bien, pendant la grossesse, ça peut vraiment être un moment favorable d'échange et de retrouvailles entre une mère et une fille, toutes les deux femmes, et qui vont vivre la même chose. Maintenant, il y a des mères intrusives. Il y a des mères intrusives qui profitent de la grossesse de leur fille pour essayer de remettre le grappin dessus. Là, si vous êtes consciente de cette chose-là, vous êtes une femme adulte, vous avez un compagnon, le père de votre enfant, vous allez devenir mère vous-même, et bien je crois que vous pouvez dire à votre maman, là tu vas trop loin, et réguler cette relation, parce que là vous êtes en capacité de le faire, vous n'êtes plus quelqu'un de mineur par rapport à votre maman. Mais la relation mère-fille, qu'on le veuille ou non, elle chahute à un moment ou un autre pendant la grossesse. Je ne supporte pas l'idée de reprendre le travail et de laisser mon bébé. D'abord, disons une chose, que 10 semaines de congé postnatal, c'est ridicule. 2 mois et demi et devoir laisser un tout petit bébé à la maison, vraiment, je trouve que c'est insuffisant, en particulier pour les femmes qui allaitent, parce que ça réduit à peau de chagrin ce temps d'allaitement. Alors, selon les médecins, on peut parfois vous mettre une petite rallonge au bout, il ne faut pas le dire trop fort, mais si on peut rajouter un petit peu d'arrêt de travail après. Ensuite, reprendre le travail, il faut savoir qu'il y a 2 types de mères. On les appelle, il y a les mères facilitatrices, c'est-à-dire qui, elles, vont avoir beaucoup de mal à reprendre le travail. C'est vrai que si vous faites partie de ces femmes-là, vous pouvez essayer, si c'est possible, de prendre un congé parental, de prolonger un petit peu, mais soyez vigilante, si c'est vraiment trop difficile pour vous, de voir si vous n'êtes pas, comme je le disais tout à l'heure, dans cette relation un peu trop fusionnelle avec votre bébé. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont bien avec leur bébé, qui ont un petit peu de peine effectivement à le quitter au bout de 2 mois et demi, 3 mois si on peut, mais qui sont heureuses de retrouver une vie sociale. Et comme je le disais tout à l'heure, à un moment, le monde extérieur, il existe aussi. Et pour certaines, de reprendre le travail, eh bien, ça peut être un petit souffle d'air frais et de liberté, et il va falloir concilier les deux. Matériellement, c'est compliqué. Et les jeunes femmes aujourd'hui, moi je les admire parce que il faut travailler, trouver un mode de garde pour le bébé, ensuite le rechercher, s'occuper de la maison, enfin il y a plein de choses. J'ose espérer que c'est partagé 50-50 par le compagnon, mais malheureusement ça ne l'est pas toujours. C'est compliqué matériellement, mais à un moment de se retrouver à l'extérieur de ce petit cercle familial, ça peut aussi être bénéfique. Je n'arrive pas à gérer ces pleurs, ils me fatigue et parfois c'est moi qui ai envie de pleurer. Que faire? Alors là aussi, un bon petit coup de déculpabilisation. Qu'on me trouve la mère qui un jour n'a pas eu envie de jeter son bébé par la fenêtre tellement il pleurait et que c'était ingérable. Ça aussi, c'est un sentiment normal. Alors la question des pleurs du bébé, c'est vrai que c'est difficile à supporter. C'est difficile à supporter même si on sait que c'est physiologique et naturel. Hein. Tout le monde connaît la terrible heure 18-22 heures. Hein. C'est vraiment l'heure où les bébés, ils pleurent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment interpréter ces pleurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On va transposer nos propres sentiments. Nous, si on pleure, soit c'est qu'on a mal, soit c'est qu'on est triste, et ainsi de suite. Et on va dire, mon bébé, il doit avoir ça. Et pas nécessairement. C'est un mode d'expression et de développement aussi du bébé. Et ce bébé, si vous avez du mal à supporter ses pleurs, soit vous arrivez à le calmer. Alors là, il y a 2 écoles un petit peu. Hein. Il y a 2 écoles par rapport aux pleurs du bébé. Il y en a qui disent, il pleure, vous le laissez pleurer, et puis vous allez faire autre chose, il se calmera tout seul. C'est une manière de faire. Et puis il y a une autre école,
Donc je serais peut-être un peu plus proche en disant, bon, bah, un bébé qui pleure, il a peut-être besoin vraiment de contact, on le prend contre soi, on le berce un petit peu, on essaye de marcher un peu. Souvent, ça calme. Celles qui allaitent peuvent le mettre au sein, ça calme quand même souvent. Et puis, parfois, on n'arrive pas du tout à le calmer. Et là, effectivement, on va se dire, bah, on va le mettre dans son lit, on va faire un tour dehors, le papa va rester à côté, on le donne à quelqu'un d'autre, on va souffler un bon coup et quand on reviendra, c'est des choses qui rentreront dans l'ordre. Mais les bébés pleurent beaucoup au début et puis au fur et à mesure, ils pleureront de moins en moins. Mais dans les 6 premières semaines, les 2 premiers mois, ces pleurs de bébé, c'est pratiquement inévitable. Et si on est une maman sensible et qu'on prend un peu pour soi ces pleurs, c'est vrai que c'est un peu perturbant. J'ai eu une réduction mammaire en 2010, je n'ai pas réussi à allaiter et je n'ai pas été très aidée à la maternité. Pensez-vous que la réduction puisse être en cause? Ça dépend des techniques de réduction. Maintenant, si on vous a proposé d'allaiter et qu'il y a eu une montée de lait et que du lait est passé, ensuite vous êtes malheureusement dans la situation de beaucoup de femmes qui commencent à allaiter avec les différents déboires du début, les fissures, les engorgements, la manière d'interpréter les pleurs du bébé, il a faim, il n'a pas faim, et les techniques d'allaitement vont se décourager un petit peu vite parce qu'elles ont été pas très bien entourées. Alors, il y a une formation pour les puéricultrices, pour les sages-femmes, pour essayer d'accompagner le mieux possible les femmes qui allaitent. Et comme je vous disais, les femmes qui ont allaité, alors si en plus la femme qui a allaité, elle est sage-femme, puéricultrice ou gynéco, c'est encore mieux, c'est vraiment ça les meilleurs conseils. Est-ce qu'on peut faire une dépression après un accouchement? Oui, tout à fait, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, 10% de dépression du postpartum, être vigilant et dès qu'on a moindre doute, en parler à son médecin. On a une autre question qui va arriver incessamment. Alors dans les troubles psychiques, je veux dire un petit mot de quelque chose qui est rare. On a parlé du baby blues, on a parlé de la dépression, il y a ce qu'on appelle la psychose du postpartum, la psychose puerpérale, c'est dur à dire. Ça, c'est en fait une décompensation psychiatrique qui arrive, très très rare, où on a nécessité d'hospitaliser la femme en hôpital psychiatrique. On a maintenant même des unités kangourous où ces femmes mères-enfants peuvent rester malgré tout avec leur enfant. C'est rare, ça arrive, peut-être que vous en avez entendu parler, mais ça prend tout à fait d'autres proportions que la dépression postnatale et on en fait le diagnostic dans les jours qui suivent l'accouchement. Ah ben voilà, celle qui a hâte de reprendre le travail et une vie sociale, est-ce que je suis une mauvaise mère? Pas du tout. Tout comme celle qui a envie de rester auprès de son bébé, il n'y a pas de bonne et mauvaise mère. Vous voyez, on est toujours en train de vouloir dire ou c'est blanc ou c'est noir. Souvenez-vous de Winnicott, la mère suffisamment bonne. Et si vous avez envie et besoin d'aller travailler et de retrouver une vie sociale, c'est que c'est votre mode de vie et ne vous oubliez pas quand vous êtes maman. Si un petit, il a une maman qui est épanouie, qui a une vie sociale et qui se sent bien là-dedans, et bien cette maman sera heureuse de retrouver son bébé dans la journée parce qu'elle n'aura pas eu de frustration dans la journée. Je crois que c'est ça qui est essentiel. N'oubliez pas que le bien-être, l'évolution de votre bébé, eh bien, il dépend aussi de votre bien-être à vous, que ce soit votre bien-être en couple ou votre bien-être social ou professionnel. Un bébé qui a une maman heureuse, eh ben, il évoluera bien, même si elle le voit juste un petit peu le soir, le temps de lui donner le bain et de le coucher. Il y a les week-ends, il y a les vacances pour ça. Hein. Un bébé qui voit sa maman toute la journée et qui est malheureuse parce qu'elle voudrait aller travailler, c'est pas forcément mieux. C'est pas la quantité d'heures qui compte, c'est la qualité des moments que vous allez passer avec votre bébé. J'étais très stressée et déprimée pendant la grossesse. Est-ce que ça va jouer sur le caractère de mon enfant? Je crois qu'il faut vraiment être prudent sur ce qu'on attribue comme effet de notre état pendant la grossesse sur le bébé. Donc, on va dire que l'état de stress ou de dépression qui, juste pendant la grossesse, ne va pas retentir nécessairement directement sur le bébé. Ce qui est important, c'est vrai, ce sont ce qu'on appelle les interactions précoces, ce qui se passe dès le début de la relation. Ce qui est important dans le début de la relation, ça a été montré dans pas mal d'études et qu'on n'a pas toujours chez des mères qui ont par exemple une grosse dépression ou dans les psychoses, c'est simplement l'échange du regard. Un bébé, ça se regarde. Et un bébé,
qui peut avoir une relation de confiance avec sa maman juste en la regardant dans les yeux, eh ben c'est déjà un bon départ dans la vie. Un bébé qui sait que sa maman est là quand il pleure, ou même si on le laisse un petit peu pleurer, ou quand il est réveillé et qui a senti le contact de sa maman et qu'elle répond juste présent quand il a besoin d'elle, c'est un bébé qui va intégrer ce qu'on appelle un bon objet intérieur. C'est-à-dire qu'il va intégrer une espèce de sécurité en lui-même en disant « oui, je sais, j'ai quelqu'un qui est capable de m'aimer et sur qui je peux me reposer et sur qui je peux compter. » Et quand soi-même on a pu bénéficier de ça, tout petit, mais même après, il y a d'autres personnes qui peuvent vous donner ça. Mais quand on a soi-même bénéficié de ça, on est capable de le redonner après à un enfant. N'oubliez pas la chose essentielle, même quand vous n'avez pas trop le moral, regardez votre bébé et ça suffit. Et parlez à votre bébé parce que tout petit qu'il est, faites le test, vous accrochez son regard et vous lui parlez, il comprend infiniment plus de choses que ce que vous imaginez. Comment faire pour retrouver ma vie de couple? Très important. Essentiel de retrouver une vie de couple, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, après l'accouchement, il ne faut pas rêver. Entre les pertes de sang, l'épisiotomie, éventuellement l'allaitement avec des seins comme des melons qui font mal, plus la chute hormonale qui va entraîner une sécheresse vaginale, vous imaginez que la libido, elle est au 90e dessous, c'est juste normal, ça aussi. Maintenant, si vous attendez que tout revienne absolument dans l'ordre, ça peut mettre longtemps et ça peut mettre très 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 longtemps. Donc, au bout d'un certain temps, alors il n'y a pas de normes, souvent les femmes quand elles viennent à la visite postnatale, au bout de 6 semaines, 2 mois, elles n'ont pas nécessairement repris les rapports et c'est souvent le moment de poser la question. Physiologiquement, au bout de 6 semaines, 2 mois, même avant, si on avait envie, on peut reprendre une vie sexuelle. La cicatrice d'épisiotomie, elle est cicatrisée depuis belle lurette, mais ça reste sensible, c'est normal. C'est une cicatrice comme n'importe quelle cicatrice ailleurs. Et bien au début, quand vous allez la toucher, elle est un peu sensible, elle est un peu rouge. Au moment des premiers rapports, ça va tirailler un petit peu dessus. Elle est un peu plus scléreuse. On a l'impression que c'est plus serré. C'est absolument pas plus serré, c'est juste la cicatrice en elle-même qui a besoin du temps pour devenir plus souple. Elle a besoin du temps, votre cicatrice, et puis elle a aussi besoin d'exercice, autrement dit de relations sexuelles. Donc, par rapport à la cicatrice d'épisiotomie, au bout de 4 semaines, c'est réglé, il n'y a pas de problème, on peut avoir des rapports sexuels. Donc la question se pose souvent vers 6 semaines, 2 mois, où les lochies, vous savez, ce sont ces pertes un peu orangées, légèrement sanguinolentes qu'on a dans les semaines qui suivent l'accouchement, ces lochies sont terminées. Mais il est vrai que la libido est quand même pas trop terrible et que, surtout si on allait, on a une sécheresse vaginale. À ce moment-là, même si on n'a pas une libido terrible, le monsieur, ça fait quand même 2 mois qu'il attend, ça doit lui sembler un petit peu long peut-être aussi. Et puis comme je vous disais, c'est important de retrouver une vie de couple. Eh bien on va se dire, on va recommencer petit à petit à reprendre une vie sexuelle. Et c'est justement la reprise de la vie sexuelle qui va vous permettre d'avoir de nouveau du désir et que ça reprenne un petit peu comme avant. Jamais tout à fait comme avant, ne serait-ce que vous avez un petit dans les pattes et que si vous avez envie de faire des choses et que le gamin il pleure à côté, vous ne pourrez pas le faire. Mais la vie sexuelle avec une famille même nombreuse, je vous assure qu'on arrive à retrouver des choses absolument satisfaisantes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on n'a pas envie de reprendre la vie sexuelle après l'accouchement, il faut mettre, je dirais, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire recommencer à avoir des rapports sexuels, je veux dire doucement, tendrement, pour pouvoir avoir ensuite de nouveau l'envie qui va revenir. Pourquoi les femmes ont-elles une perception différente de leur accouchement? Certaines parlent d'une expérience extraordinaire et d'autres d'un moment difficile. Oui, c'est très juste ça. Alors, la perspective déjà de l'accouchement et de la grossesse, ça je l'entends chez les femmes qui ne sont pas encore enceintes, est déjà, je dirais, déterminée parfois avant, par des choses qu'auraient pu entendre les femmes, qu'elles auraient peut-être vécues ou des choses qu'on leur a dites. Et je vois des femmes qui me disent « moi, j'ai trop peur de faire un enfant parce que je suis terrorisée par l'idée de l'accouchement ». Donc, on est déjà quelque part conditionné par un certain nombre de choses, pas forcément conscientes, concernant l'accouchement.
Donc tout dépend déjà dans quel état d'esprit on arrive à l'accouchement. Si vous arrivez déjà avec le trouillomètre à 0, peut-être que vous n'aurez pas une bonne expérience. Mais ce n'est pas sûr, parce que ces femmes, en me disant « j'ai tellement peur de l'accouchement », ensuite les choses se sont quand même passées fort bien. Ensuite, l'expérience de l'accouchement, tout dépend comment ça se passe. C'est très variable d'une femme à l'autre, et puis aussi au point de vue obstétrical, médical tout simplement. C'est vrai que si vous arrivez en salle d'accouchement, que votre col est déjà ouvert à 4-5 cm et qu'une heure et demie après, avec ou sans péridurale, vous avez votre bébé dans les bras, normalement ça laisse plutôt un bon souvenir cette affaire. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des accouchements plus ou moins compliqués, des accouchements plus ou moins traumatisants. Concernant la douleur, théoriquement, il n'y a pas de maternité en France où on vous refuse la péridurale. Il y a malheureusement certaines circonstances qui sont liées à la femme enceinte, par exemple des plaquettes dans le sang qui ne sont pas assez nombreuses, qui peuvent faire que vous avez une contre-indication à la péridurale. Là, si on vous accompagne, et j'ai vraiment des souvenirs aussi quand je faisais encore des gardes en salle d'accouchement, de femmes qui ne pouvaient pas avoir de péridurale, la jeune interne que j'étais à l'époque, j'ai passé tout le travail à côté de la dame, à la faire respirer, à l'entourer, et elle a passé tout ce travail quasiment aussi bien qu'avec une péridurale. Mais ça demande qu'il y ait quelqu'un à côté qui sache faire et qui sache rassurer. Parce que la perception de la douleur et l'angoisse, le stress qu'on peut avoir au moment de l'accouchement, ça dépend beaucoup de l'état dans lequel vous arrivez et comment vous êtes entouré. Et si vous êtes dans un climat de confiance, il est évident que ça se passera mieux. Donc, je crois que les expériences, et puis aussi ce qu'on vous raconte, il faut se méfier de ce que racontent les femmes qui ont accouché. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est plutôt « Oh là là, moi, c'était horrible, ça a duré 30 heures et tout ça », histoire de vous mettre un petit peu la pression alors que vous êtes qu'au 3e mois de votre grossesse. Et aussi de dire « C'est une expérience fantastique, extraordinaire, merveilleuse ». La mémoire, c'est aussi arranger un petit peu les souvenirs quand même. Donc, n'allez pas en salle d'accouchement avec une idée arrêtée. Dites-vous, à chaque minute, une nouvelle chose, je vis les choses instant par instant, et je verrai, en fonction de la manière dont ça se passera, si j'ai besoin d'une péridurale, et je me laisse guider et entourer par les professionnels. Faites-vous confiance et fermez un petit peu les écoutilles par rapport à ce qu'on a pu vous raconter. Peut-on demander un déclenchement si on ne peut pas s'organiser pour les aînés qui seront à l'école? Oui, enfin, on peut demander un déclenchement, ça se fait. Alors, il y a des déclenchements pour des raisons médicales, là la question ne se pose pas, il faut terminer la grossesse parce qu'il y a une hypertension, il y a un diabète ou que sais-je, donc on sait déclencher effectivement des accouchements. Il y a des déclenchements qui sont tout à fait licites, même pour des raisons, je dirais, d'organisation. Le déclenchement parce que votre gynécologue doit partir en vacances le lendemain, je trouve que c'est une mauvaise indication, mais ça arrive aussi. Donc, il y a des indications qu'on appelle pour des déclenchements dits de convenance. Attention, on peut déclencher si on a beaucoup de chances qu'à l'arrivée, ça ne se termine pas par une césarienne. Et ça, on a un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'à l'examen, si la tête du bébé est encore très haute, si le col est très fermé et très long, si on déclenche là-dessus, on est quasiment sûr qu'on va au casse-pipe, qu'on termine par une césarienne. Donc ça, ce n'est pas une bonne idée de déclencher dans ces circonstances-là, parce qu'on sait qu'on a vraiment beaucoup de risques d'échec de déclenchement. En revanche, si ça fait 3 fois que vous venez à la maternité avec des contractions, que le col est déjà bien ouvert, bien raccourci, mais que chaque fois les contractions sont arrivées, la 4e fois, on a le droit de vous donner un petit coup de pouce, de rompre la poche, de mettre des contractions et vous accoucher dans la foulée. Donc c'est vraiment du cas par cas, ce n'est pas une hérésie le déclenchement de convenance, mais il faut le faire dans des conditions raisonnables. Mon fils a 3 mois, depuis les rapports sont peu fréquents car je me sens sèche. Cela va-t-il s'améliorer? J'allaite toujours, est-ce vrai que cela peut affecter la libido? C'est une très très bonne question et une très bonne situation parce qu'on est à 3 mois. À 3 mois, il faudrait que les choses commencent à reprendre un peu un cours normal. S'il y a peu de rapports, moins on mange, moins on a faim, je l'ai déjà dit, donc il y aura moins de libido, donc moins envie, moins d'excitation, donc un peu plus de sécheresse. L'allaitement, il est vrai, est un facteur de sécheresse vaginale, donc ça, je dirais que c'est pour le côté, à proprement parler, sexologique. Maintenant, au point de vue psychologique, ce n'est pas si simple.
vous avez un petit garçon, vous avez une relation forte avec un allaitement qui est probablement encore complet. Bon, déjà, physiquement, la stimulation des seins pendant les rapports, c'est difficile de faire la distinction entre le sein nourricier et le sein érotique, c'est vrai. Et donc, il y a tout un remaniement et retrouver un équilibre à trois. Et cet équilibre à trois, avec le papa, le petit bébé et vous, eh bien, il va se faire justement en reprenant une vie sexuelle. Et c'est en reprenant, comme je le disais, des rapports réguliers qu'à ce moment-là, la libido va revenir, plus de libido, plus d'excitation, plus de lubrification, et les problèmes de sécheresse vont rentrer dans l'ordre. Je n'arrive pas à sevrer mon bébé, que faire? Alors, tout dépend un peu à quel stade. Alors, pour ce qui est strictement médical, voilà, on doit reprendre le travail là. Il nous reste, 3 semaines et il faut absolument sevrer le bébé. On considère, grosso modo, qu'il faut 1 semaine pour supprimer 1 ou 2 tétées. Donc, il s'agit simplement, au moment, admettons qu'on soit à 5-6 tétées par jour, hein, quand le bébé a 2-3 mois, c'est à peu près ça. Vous décidez de sevrer. Eh bien, quand le bébé se réveille pour téter, vous palpez un peu de chaque côté des seins, il n'y a pas trop de lait, je zappe cette tétée et je vais donner un biberon à ce moment-là. Donc déjà, le fait de donner moins le sein va faire que la production va diminuer et comme ça, petit à petit, vous arriverez à faire un sevrage, au moins déjà pour les tétées de la journée. Ensuite, même en retravaillant, vous pourriez allaiter encore matin et soir. Mais naturellement, cela va se faire. Maintenant, si votre difficulté de sevrage, c'est aussi ce que j'ai connu il y a fort longtemps, il y a plus de 30 ans, où je disais non avec la bouche et oui avec les yeux à mon bébé, et dès que je la voyais, j'avais une montée de lait, c'est une autre affaire. Et je vais vous raconter une petite histoire pour vous dire combien c'est vraiment psychologique cette histoire-là, parce qu'on est dans cette relation et qu'on aimerait bien ne pas en sortir. Justement, quand je devais sevrer, il y a fort longtemps, et que j'en avais pas du tout envie, mais qu'il fallait quand même que je le fasse, mon copain gynéco me dit « Va chez l'herboriste, va chercher telle tisane, ça va t'aider à sevrer, il n'y aura plus de montée de lait. » J'y vais, pleine de confiance, je vais acheter ma tisane, je bois ma tisane et au miracle, j'ai moins de montée de lait. Et puis je regarde ce qu'il y a écrit sur l'étiquette de la tisane. Et sur l'étiquette, il y avait écrit « tisane lactogène pour donner du lait ». Mais j'étais tellement convaincue que ça allait marcher, que ça a marché. Donc vous voyez qu'il y a aussi pas mal de conditions psychologiques dans ces difficultés à sevrer. J'ai les règles douloureuses, j'aurai un accouchement douloureux. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de relation entre les deux. C'est deux choses bien différentes. Malheureusement, pendant les règles, on ne peut pas mettre de péridurale, c'est dommage. Mais pendant l'accouchement, on peut le faire. Non, il n'y a pas de relation, même si effectivement, des règles douloureuses, c'est une contraction de l'utérus. Et des contractions, souvent je donne l'exemple, des femmes qui, pendant leur grossesse, je leur demande toujours, est-ce que vous avez des contractions? Elles me disent, je ne sais pas ce que c'est que des contractions. Et là, je leur dis, c'est un peu comme des règles douloureuses. Ce sont des sensations qui se rapprochent, mais d'avoir eu des règles douloureuses, ça ne fera pas un accouchement plus douloureux pour autant. J'ai l'impression que mon anatomie vulvaire n'est plus la même, j'ai peur de la montrer. Alors, après, déjà, pendant la grossesse, on a une augmentation de toute la vascularisation au niveau de la vulve, donc les grandes lèvres sont plus gonflées, les petites lèvres aussi. On peut même avoir parfois ce qu'on appelle des varices vulvaires, donc c'est des grosses veines au niveau de la vulve qui est pesante, qui est lourde, c'est pas très agréable. C'est vrai que c'est un schéma corporel qui change très vite, on n'a pas le temps de s'y adapter, on peut être un peu gêné pour le montrer. Et après l'accouchement, la vulve va changer un peu, enfin surtout le périnée, c'est-à-dire le passage du bébé va faire quand même que les muscles au niveau du périnée et la vulve vont être un peu plus distendus. C'est un changement relativement brutal, il y a parfois effectivement une cicatrice, il peut y avoir des petites lèvres un petit peu déchirées parfois. Il vous faudra un certain temps, quand c'est des petites déchirures ou par exemple au niveau des petites lèvres, pour vous faire à cette nouvelle donne. Et pour ce qui est du tonus du périnée, vous avez toute la période de rééducation et du postpartum pour remuscler ce périnée, pour qu'il ait vraiment du tonus. Et vous pouvez même le faire assez tôt vous-même, simplement en faisant des petites contractions du périnée. Vous êtes au téléphone, vous tournez la soupe ou que sais-je, et bien contractez votre périnée à ce moment-là, même
dès le retour à la maison. Et souvent, votre gynécologue, quand il testera votre périnée pour savoir quel type de rééducation il faut vous prescrire, eh bien, il sera étonné que le tonus est déjà pas mal revenu. Si ça ne suffit pas, il y a toute la rééducation, ou manuelle, ou avec une sonde, qui permettra de retrouver un tonus satisfaisant. Nous allons attendre la prochaine question, qui se fait peut-être un petit peu attendre. Sinon, je vais réfléchir de ce que j'ai comme expérience dans ma patientèle. Ah, voilà une question. Mon compagnon ne veut pas assister à l'accouchement. Comment le rassurer pour qu'il y assiste? Eh bien, ça va un petit peu dans le sens que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut le rassurer, voire le culpabiliser pour qu'il y assiste? Ou bien faut-il se dire, eh bien, ce n'est pas son souhait, je respecte ce souhait, on peut en parler de cette histoire-là, mais je vais respecter son souhait, à condition que vous ne vous sentiez pas non plus abandonné. Je crois que là, il faut essayer de voir qu'est-ce qui lui l'inquiète. Vous pouvez en parler avec lui, mais peut-être faites appel à un tiers. C'est-à-dire que vous êtes partie prenante là-dedans. Vous avez peut-être très envie qu'il soit là à côté de vous. Vous avez peut-être personne d'autre pour vous accompagner. Réfléchissez si vous n'auriez pas quelqu'un qui pourrait être à côté de vous. Mais pour vous, si c'est vraiment très important, allez en parler avec votre compagnon à votre prochaine consultation. Vous avez, dans pas mal de maternités, un projet d'accouchement qu'on vous demande de rédiger avant. Quand vous voyez la sage-femme dans l'établissement où vous allez accoucher, on vous dit voilà, qu'est-ce que vous aimeriez? Alors il y en a qui veulent de la musique, il y en a qui veulent du péridurale, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui veulent que le compagnon soit là ou pas. Et bien vous en discutez, mais discutez-en à 3, comme ça vous ne serez pas trop investi affectivement dans cette histoire-là. Une dernière question, on commence au début. Je suis au début de ma grossesse et j'ai peur de ne pas y arriver. Là aussi, c'est une peur tout à fait légitime parce que c'est tout nouveau, vous n'avez jamais vécu cette expérience et c'est quand même une expérience extraordinaire, au sens littéral du terme, c'est bien en dehors de votre quotidien cette histoire-là. Chaque jour va être différent. Chaque jour va être différent, vous avez la chance de pouvoir être accompagné, on répondra à toutes vos questions et puis là aussi la nature est relativement bien faite parce que à chaque modification corporelle ou hormonale, eh bien, le psychisme y suit. Il suit et vous avez vraiment, et c'est une période extraordinaire la grossesse pour ça, il n'y a aucun autre moment dans votre vie où aussi régulièrement, aussi quotidiennement même s'il faut, on sera à votre écoute pour répondre à vos questions ou à vos difficultés psychologiques en particulier. Et la grossesse est une période à la fois, c'est vrai, fragile psychologiquement, mais si extraordinaire parce que toutes les émotions qui remontent, vous pouvez les exprimer, vous pouvez les partager et vous pouvez être certain que vous trouverez toujours un professionnel pour vous aider, vous soutenir, puisque vous le voyez au minimum une fois par mois. Donc, n'ayez pas peur, à chaque jour suffit sa peine, ou plutôt à chaque jour suffit sa joie dans la grossesse, et on y est tout arrivé et vous y arriverez tout aussi bien. Eh bien, je crois que sur ces bonnes paroles, ça va être le moment de conclure notre rencontre d'aujourd'hui. J'ai été très heureuse de partager un petit peu de ces expériences de 30 ans de consultation en cabinet et puis aussi des expériences de femmes et de mères. Si vous pouvez retenir que comme vous ferez, ce sera bien et il n'y a aucune raison de culpabiliser ou d'avoir de peur démesurée, eh bien, je serai très contente de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous dis au revoir, à très bientôt sur Doctissimo.